Bonjour, je m'appelle Brian Wally et je vais parler de l'étude des séquelles post-aiguës de la Covid-19. Je n'ai aucun conflit d'intérêt à signaler. Je pense que tout le monde ici connaît bien ce virus et sait que la pandémie de SARS-CoV-2 a eu un impact sur nous tous. Les ramifications sur la morbidité et la mortalité nous suivront pendant les années à venir. Et l'objectif de cette conférence est d'aborder les complications prévisibles, notamment les complications liées à la douleur. J'aimerais vous expliquer le terme séquelles post-aiguës de la Covid-19 ou PASC. Il s'agit de symptômes persistants, d'un rétablissement retardé et de complications à long terme qui se produisent au-delà de 4 semaines après l'infection à SARS-CoV-2. Cet hyperonyme est utilisé pour désigner tout ce qui suit l'infection par le virus responsable de la Covid-19. Donc, que pouvons-nous attendre après une Covid-19 ? Nous allons passer en revue les principaux mécanismes physiologiques de la Covid-19. Le premier impact de la maladie sur les humains est sa capacité à déclencher directement une inflammation. Cette inflammation est suffisante pour entraîner des lésions tissulaires sévères chez certains patients. Elle peut persister après la résolution de l'infection aiguë, en raison de différents facteurs chez l'hôte. On note des différences dans la manière dont répond le système immunitaire inné de différents individus, par une activation excessive des monocytes ou des macrophages, ou même par une activation excessive de l'inflammasome qui provoque des problèmes persistants. Il existe également des différences connues dans les réponses immunitaires systémiques des individus. Des déséquilibres systémiques des cytokines ont été rapportés, particulièrement des chocs cytokiniques. Des témoignages intéressants font état de la manière dont l'immunité adaptative peut échouer chez certains patients. Si vous connaissez mal les anticorps anti-interféron gamma, je vous conseille de vous y intéresser. Il y a des différences entre les individus et la manière dont leurs systèmes immunitaires se régulent et se rétablissent après une lésion. Certains de ces problèmes peuvent provoquer une inflammation persistante indépendante à la Covid-19, comme cela a été rapporté. Ou encore le développement d'une auto-immunité, comme on l'observe chez les enfants présentant un syndrome inflammatoire multisystémique. Plusieurs théories sont possibles. L'hypothèse de bioréservoirs persistants est d'un grand intérêt, et n'a pas encore été élucidée. Des réservoirs viraux persistants ont été observés dans des maladies comme le syndrome de l'infection à virus d'Epstein-Barr. Un assemblage viral incomplet est également possible, comme dans la rougeole. Ces deux phénomènes peuvent entraîner des complications à long terme. La deuxième complication majeure liée à la Covid-19 est la thrombose. Il est évident que l'infection peut déclencher directement une thrombose de diverses manières. Les complications des lésions ischémiques de la thrombose sont bien connues et bien documentées. La Covid-19 déclenche une thrombose de diverses façons, par une lésion endothéliale des récepteurs ACE2. Une activation inflammatoire des cascades de coagulation via le facteur tissulaire qui peut entraîner une coagulation, une activation du complément qui déclenche une coagulation, le développement d'anticorps antiphospholipides chez certains patients atteints de la Covid-19 peut également provoquer une coagulation. La troisième voie qui peut amener à des altérations chez l'humain après la Covid est associée à la peur, au stress et au changement. La pandémie elle-même entraîne ces trois conséquences pour nous tous, même ceux qui n'ont pas été touchés par le virus. Nous avons tous été impactés psychologiquement par les altérations de nos modes de vie à cause de la Covid-19, ce qui nous rend plus sensibles aux maladies chroniques. Certains de ces changements se manifestent par des effets sur le système endocrinien, avec des altérations de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Les personnes deviennent hyperactives de cette façon, mais hyporéactives au nouveau stress. On observe des modifications du système nerveux autonome qui sont similaires. Il peut y avoir des altérations du système immunologique avec des altérations de l'homéostase Th1, Th2, et diverses maladies liées au stress qui peuvent toucher des personnes dans ces circonstances. Pour les personnes malades qui vont en réanimation, il y a des maladies critiques et des troubles du stress post-réanimation, et la peur, le stress et le changement sont associés à la maladie cardiovasculaire, l'asthme, la dysautonomie et diverses maladies neuropsychologiques. Nous allons assister à l'émergence de sous-types de séquelles post-aiguës de la Covid-19. Les quatre principaux seront sûrement le sous-type cardiaque, le sous-type pulmonaire, le sous-type neurologique et les syndromes post-viraux. Les trois premiers sont bien définis et caractérisés par la science médicale. Les inflammations sont souvent des myocardites ou des pneumonites. Pour l'inflammation neuronale, certaines des complications sont les crises cardiaques, les embolies pulmonaires ou les AVC. Il y a un rétablissement, puis l'on observe des problèmes fonctionnels dans ces trois systèmes, notamment arythmie, bronchoconstriction réactive, dysautonomie et séquelles neuropsychiatriques. En revanche, les syndromes post-viraux sont moins bien définis médicalement et incluent divers symptômes comme le syndrome de fatigue post-virale, les myalgies, l'encéphalomyélite, le syndrome de fatigue chronique,
les céphalées et la fibromyalgie. Il est important de comprendre que ces 4 sous-types peuvent entraîner des phénotypes similaires de douleur, fatigue, intolérance à l'effort, faiblesse, altération des sensations et de la cognition, et modification de la personnalité. Ces sous-types ne sont pas mutuellement exclusifs, et il n'y a pas de raison de ne pas en avoir plus d'un. Je vais prendre le temps de parler du sous-ensemble le moins bien défini, c'est-à-dire le syndrome de fatigue post-virale. Le syndrome de fatigue post-virale a été décrit pour la première fois en 1985 par Béhan. Son symptôme principal est la fatigabilité musculaire sévère. Il y a tout un éventail d'autres symptômes, comme les douleurs musculaires, les déséquilibres et les manifestations psychiatriques. Plusieurs études prospectives ont d'ailleurs examiné les syndromes de fatigue post-virale. La première, menée au Royaume-Uni en 1996, est une étude sur la méningite virale qui a suivi 159 infections virales confirmées pendant 6 à 24 mois, et a découvert que, durant cette période de suivi, le taux de prévalence du respect des critères du SFC, du syndrome de fatigue chronique, était d'environ 12,6%. Une deuxième étude de Dubos, Australie, réalisée en 2006 sur 253 patients avec infection virale pendant un an, montre que, quelle que soit l'infection à 6 semaines, 35% de la cohorte remplissait les critères du SFC. Ce chiffre tombe à 27% à 3 mois, 12% à 6 mois et 9% à 1 an. Des études ont également été menées sur des survivants du SARS, qui est un autre coronavirus. Ces études sont sans doute très importantes pour savoir à quoi nous attendre. Dans l'étude menée sur 181 survivants pendant 41 mois, 15% ont rapporté des douleurs à la fin de la surveillance, 40% ont rapporté une fatigue persistante, et 27% remplissaient les critères du SFC. Ces études passées indiquent clairement que la fatigue post-virale sera un problème considérable pour le SARS-CoV-2. Faisons quelques calculs. Au 26 août 2021, il y avait eu 214 millions de cas de Covid-19 dans le monde, selon l'étude de Dubois. Par projection, on peut alors s'attendre, à 3 mois, à 74 millions de cas de fatigue post-virale. À 6 mois, ce chiffre passerait à 25,6 millions et à 1 an, 18 millions de personnes pourraient encore avoir un problème de fatigue post-virale dû à l'infection par le SARS-CoV-2. Si l'on estime que 5% des individus ne se rétablissent jamais, 10,7 millions de personnes dans le monde ont vu leur vie détruite par la Covid-19. Ces estimations raisonnables de la charge de morbidité de la fatigue post-virale due au SARS-CoV-2 sont très alarmantes. À partir de là, avec mes collègues des National Institutes of Health, j'ai développé une étude pour comprendre l'histoire naturelle de la convalescence post-coronavirus 19. Et cette étude de base a pour but d'étudier les individus de manière générale, puis d'utiliser des techniques pour examiner en détail la biologie au fil du temps. Je ne parlerai aujourd'hui que des données de la phase à qui sont collectées par entretien téléphonique et questionnaire sur Internet. Elle inclut 145 individus, avec les caractéristiques démographiques que vous voyez ici. Quels étaient les problèmes dans cette cohorte avant la Covid? On voit ici naturellement des problèmes prémorbides qui peuvent concerner de nombreuses personnes. Mais en ce qui concerne des pathologies comme la SFC, la fibromyalgie, le syndrome d'Ehlers-Danlos, elles touchent peu de personnes. Personne n'avait de syndrome de fatigue chronique et 2% de notre population avait une fibromyalgie prémorbide. On pouvait s'y attendre, le syndrome de l'intestin irritable, les traumatismes cérébraux, la perte de connaissance après un trauma et les maladies de la thyroïde sont moins rares. Mais pas si fréquentes que ça, touchant environ 15% de la population. L'anxiété et la dépression antérieure à la Covid concernaient environ un tiers de la cohorte et, plus surprenant, 63% de notre cohorte rapportaient des allergies saisonnières. En Amérique, ce chiffre tourne généralement autour de 30%. Cependant, d'une manière générale, il est peu probable que ces pathologies préexistantes expliquent les symptômes de PASC dans la majorité des cas. Que décrivent les patients après la Covid? On le voit ici, certains retrouvent leur état de santé antérieur, d'autres restent aussi malades qu'au pire de leur période de Covid. Mais ils sont rares, et une partie des patients rapportent qu'ils se sentent mieux. Mais ne sont pas totalement rétablis, avec des symptômes qui perdurent, ce qui représente 47 personnes dans notre cohorte. Le cas de figure le plus fréquent est un rétablissement et l'apparition de nouveaux symptômes différents de ceux qui étaient présents pendant l'infection à SARS-CoV-2. Ces nouveaux symptômes persistent et empêchent le retour à l'état de santé antérieur. Il est important de comprendre que les manières dont les patients ont développé les symptômes antérieurs à la Covid sont différentes. Il faudra en tenir compte quand on les évaluera. Dans les symptômes présents après la Covid, les symptômes de fatigue post-virale sont assez fréquents. 83% de la cohorte se plaint de fatigue et de problèmes cognitifs, 2 tiers se plaignent d'un sommeil non réparateur. Étonnamment,
L'intolérance à l'effort ne concerne qu'un tiers de notre cohorte. L'intolérance à l'effort étant la séquelle de la myalgie, de l'encéphalite, du syndrome de fatigue chronique. Cependant, les problèmes cardio-pulmonaires sont aussi très fréquents et la douleur thoracique, l'essoufflement au repos sont observés dans 37 à 44% de cette cohorte. Les plaintes neurologiques ne sont pas rares, les sensations de picotement et la faiblesse concernent plus de 50% des patients, les symptômes autonomiques, comme les vertiges en position debout, sont observés dans la moitié de la cohorte. La douleur généralisée, qui est la séquelle de la fibromyalgie, est observée dans un tiers de notre cohorte et les troubles de l'humeur dans 2 tiers de notre cohorte. Pour moi, cela signifie que la description des symptômes ne suffit pas à déterminer les sous-types de PASC. Quelle est la gravité des symptômes des patients? Pour illustrer la gravité des symptômes, nous allons utiliser les données collectées dans le Patient Reported Outcome Measurement Information System, ou PROMI, qui a été développé pour fournir un système de normalisation des résultats des patients. On voit ici que les symptômes sont notés de 20 à 80. 50 est la moyenne pour la population, chaque tranche de 10 points est un écart type, le seuil qui sépare l'état de santé normal de la maladie bénigne se trouve à environ 55 et le seuil entre maladie bénigne et modérée est à 60. J'ai tracé une ligne noire sur les diapos pour indiquer la frontière entre modéré et grave. Ici, le symptôme est la fatigue. Le vert désigne notre cohorte PASC, en bleu les volontaires sains dont les données ont été recueillies dans un protocole différent pour étudier la MI-SFC. Le rouge indique les patients MI-SFC qui font partie du protocole. Tout à gauche, vous voyez les volontaires sains. Qu'en est-il de leurs plaintes en matière de fatigue? Ils ne se plaignent absolument pas de fatigue. À droite, les patients MI-SFC en rouge ont un syndrome défini par une fatigue et chacun d'eux a au moins des niveaux modérés de fatigue. Comme on le voit, la répartition du PASC se trouve entre les deux. Il y a une répartition très large entre la fatigue bénigne, modérée et sévère qui définit cette population. Concernant les troubles du sommeil, vous voyez à gauche les volontaires sains et la large répartition dans les cohortes MI-SFC et PASC des troubles du sommeil. Concernant l'anxiété et l'inquiétude, tout à gauche se trouvent les volontaires sains, mais l'anxiété ne semble pas dominer ni définir la cohorte PASC ou la MI-SFC. Leur distribution est relativement similaire. Cependant, la dépression est assez différente entre les cohortes. On voit les volontaires sains à gauche, mais notre cohorte MI-SFC était recrutée parmi des patients non dépressifs, donc on ne voit pas de dépression. Mais on sait qu'elle jouera un rôle considérable dans la compréhension des séquelles post-aiguës de la Covid-19. Pour la fibromyalgie, nos volontaires sains sont tout à gauche et les formes des courbes des patients MI-SFC et PASC sont assez semblables. On peut supposer que la fibromyalgie ou les symptômes de fibromyalgie seront un problème après la Covid-19. Pour conclure, les complications suivant une infection par le SARS-CoV-2 touchent des millions de personnes dans le monde. Il y aura de multiples sous-types de PASC qui se chevaucheront. La validation des cas sera essentielle à la recherche. Des phénotypes cliniques semblables pourraient avoir des causes physiologiques très différentes. La sélection précise des outils de mesure permettra de décrire le PASC et ses sous-types, et de comparer ces patients à l'ensemble de la population et à d'autres états pathologiques. Je tiens à citer et remercier mes collaboratrices et collaborateurs. Mon équipe 3B19 avec le Dr Nat et la Dr Gavin, Anita Jones, Elisabeth Bartrom, Juni, Brice Calco, Sean Oran. J'aimerais également remercier les membres de l'équipe de l'étude NIH intramurale MI-CFS pour leurs nombreuses contributions. Je tiens à remercier le personnel du National Institute of Neurological Disease and Stroke pour le soutien apporté à mon programme de recherche et, surtout, j'aimerais remercier tous les volontaires qui ont participé à l'étude pour le temps qu'ils nous ont consacré, leurs efforts et la confiance qu'ils nous ont témoignés en participant à cette étude. Merci beaucoup de votre attention.